Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce cours en ligne ouvert à tous, communément appelé un MOOC, portant sur le matériau bois et la carboneutralité des bâtiments. Nous allons débuter cette formation avec cette première capsule théorique sur le sujet du contexte climatique, donc toute la toile de fond qu'il y a derrière cette lutte au changement climatique dans le secteur du bâtiment, qui inclut le secteur des forêts. La première section auquel nous allons nous attaquer dans ce module 1 est les bases sur les changements climatiques et plus particulièrement, pour ce qui est de la première capsule théorique, les composantes et les variations du climat. Donc vraiment des bases essentielles à propos de la compréhension sur le changement climatique et ses effets. Donc, pour commencer, nous allons regarder ensemble des éléments de vocabulaire importants, donc des équivalences et des définitions qui vont être réutilisés par la suite pour le reste des formations, des capsules donc, qui vont suivre. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de masse contenue auquel représentent donc des molécules qu'on appelle les gaz à effet de serre, souvent on va prendre des unités reconnues internationalement et la base, c'est le kilogramme. Le kilogramme, pour ce qui est de la masse, correspond donc à 1000 grammes. Évidemment, ça va de soi. Je pense que jusque-là, ça va bien. Ensuite, nous avons des dimensions plus grandes. Donc, cette fois-ci, 1 million de grammes, donc le mégagramme, qui souvent prend la forme ou prend l'énoncé de la tonne. Donc, la fameuse tonne, c'est 1 million de grammes ou encore 1000 kilogrammes. Ensuite, nous avons le pétagramme. Le pétagramme, on l'entend moins souvent, sauf dans les publications scientifiques. Ce qu'on va davantage entendre, c'est le gigatonne. Le gigatonne est vraiment une unité qu'on entend souvent dans les, par exemple, inventaires de gaz à effet de serre des pays. Autre chose très importante à savoir, c'est la fameuse molécule de CO2. Le CO2, une fois qu'il est rendu dans la matière, une fois qu'il est dans les produits du bois, par exemple, devient le carbone. Le carbone, c'est la portion de la molécule de CO2 qui a un poids relatif par rapport à la molécule entière qui est de 12 sur 44. Et lorsque nous faisons la traduction entre une molécule de CO2 et le carbone simplement, nous faisons une traduction, donc une conversion de l'ordre de 3,67, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, il faut savoir jouer entre les deux et toujours vérifier quelles sont les unités dont il est question ici, le carbone ou le CO2. 3,67 comme rapport entre les deux. Élément de vocabulaire important, évidemment, les gaz à effet de serre. Quels sont ces fameux gaz? Bien, il y en a une série qui sont repris dans les inventaires gaz à effet de serre de chaque pays et qui sont les fameux gaz aussi recommandés par le GIEC, et donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui donc demande de faire le suivi de ces principaux gaz à effet de serre, dont les principaux, vous voyez à l'écran. En fait, vous les voyez tous à l'écran, les principaux étant évidemment le fameux dioxyde de carbone, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Quand on parle de matériaux bois, on fait référence à une matière organique en bonne et due forme. Et lorsqu'on renvoie donc à des matières organiques, on parle de composés, d'une grande famille de composés organiques de façon générale. Et ça fait référence à quoi? Donc à une grande classe de composés, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, dont les molécules contiennent du carbone. Et on va le voir dans très peu de temps que le carbone en question est d'origine biogénique, c'est-à-dire qu'il provient du vivant et à l'origine de la photosynthèse. Donc, tout ce qui est d'origine organique provient à la base de la captation de CO2 par les plantes, dont les arbres font partie, évidemment. Ensuite, un mot qui est très important, qui revient souvent dans les discours, dans les médias et évidemment d'un point de vue scientifique et technique aussi, c'est la question de puits. Quand on parle d'un puits de carbone, on va parler d'une action, ce qui est moins courant dans la compréhension générale, mais il reste que puits, ça renvoie à une action. C'est l'action d'absorber des gaz à effet de serre, le carbone, le CO2 en particulier, ou encore autres gaz à effet de serre. Et la plupart du temps, c'est l'action d'absorber de l'atmosphère vers un réservoir qui fait cette action de puits. Donc, le puits est un flux. Cette action est aussi appelée séquestration dans le cas du carbone. Si vous entendez séquestration du carbone, ça veut dire l'action d'absorber le CO2 qui provient de l'atmosphère vers un réservoir qui, donc, séquestre ce carbone.
Une source, c'est l'inverse de l'action de puits. C'est une action aussi, donc c'est l'action d'émettre d'un gaz à effet de serre, dont le CO2, vers l'atmosphère. Donc, normalement, c'est dans ce sens-là dont on parle, qu'on entend quand on parle de puits et de source. C'est entre l'atmosphère et un réservoir sur la Terre. Une source est également donc un flux. Un réservoir, c'est l'unité physique capable de stocker du carbone ou autre gaz à effet de serre suite à une action de puits ou de source. Vous voyez donc qu'un réservoir fait le bilan entre les deux actions de flux dont on vient de parler pour résulter donc à une quantité dans un réservoir. Et le réservoir va prendre des formes variées. Ça peut être, par exemple, une forêt peut être un réservoir. Une couche géologique dans laquelle on va capter et stocker du CO2 est un réservoir aussi. Donc, un réservoir, c'est une unité physique qui fait l'action de source ou de puits. Et lorsqu'on veut quantifier combien il y a de gaz à effet de serre ou de carbone carrément, dans le cas d'une forêt par exemple, à l'intérieur du réservoir, encore une fois la forêt, bien, on va parler d'une quantité de carbone sous forme de stock qui est accumulé dans ce réservoir et souvent ça va prendre la forme de, par exemple, de gigatonnes, encore une fois, ou de millions de tonnes. Ça peut varier là, selon la grosseur du réservoir en question. Donc, depuis tout à l'heure, déjà, je vous entretiens à propos de cette activité de séquestration du carbone par le vivant, notamment les plantes. Et ça se fait non pas par magie, mais par un processus essentiel qui est la fameuse photosynthèse. La photosynthèse, c'est l'action d'assimiler du CO2 qui provient de l'atmosphère par une activité biologique des plantes qui fait en sorte que le CO2 devient du carbone mobilisé dans les tissus, dans les organes de cette plante-là. Une fois que cette action-là a eu lieu, bien, on a une masse de carbone organique qui est dans la base de la chaîne alimentaire qu'on appelle souvent donc la chaîne trophique, qui correspond donc à la production primaire, les producteurs primaires que vous voyez sur la petite pyramide qui illustre donc le fait que la quantité de carbone qu'il y a sur la Terre est à la base assimilée grâce à la photosynthèse par les producteurs primaires et qui transforment comme ça, ou qui transfèrent comme ça, je devrais dire, le carbone d'un niveau à l'autre, donc vers les herbivores, vers toutes sortes de consommateurs qui bouffent des plantes, par exemple, et en haut de cette espèce de petite échelle-là, très relative, il y a donc les consommateurs tertiaires et autres qui sont souvent des carnivores. Mais à la base, c'est la photosynthèse qui a rendu ça possible, dont font partie donc à titre d'acteurs importants, les arbres. Par le fait même de la photosynthèse, comme on peut voir sur l'image ici, l'absorption de CO2 et de lumière conjuguées ensemble dans l'action de la photosynthèse, avec l'absorption de nutriments dans le sol la plupart du temps et de l'eau, bien, tout ça ensemble fait en sorte qu'il y a cette production primaire, d'une part, et d'autre part, production d'oxygène. Donc l'oxygène est une forme de plus ou moins de déchets, de résultante de la photosynthèse, qui fait en sorte que les arbres contribuent donc à maintenir l'atmosphère à une concentration autour de 20 d'oxygène. Donc, les gaz à effet de serre dont il est question largement lorsqu'on parle des changements climatiques sont ces gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère d'une manière naturelle. Donc, les principaux gaz à effet de serre, vous les voyez, sont repris ici dans la liste qui est à droite de l'image. Et ces gaz à effet de serre-là font en sorte qu'il y a une espèce de manteau qui enveloppe la surface de la Terre dans l'atmosphère et qui occasionne donc une augmentation des températures par rapport à la situation s'il n'y avait pas cette atmosphère qui comprend des gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre jouent un rôle vital sur la vie sur Terre en créant donc cette espèce de manteau qui retient du rayonnement infrarouge qui est à l'origine donc construit, si on peut dire, par l'absorption du rayonnement solaire, renvoyé sous forme de rayonnement infrarouge, comme on peut voir sur l'image. Et le retour de ces infrarouges-là, grâce aux gaz à effet de serre, fait en sorte que la Terre se réchauffe à des températures, comme vous pouvez voir, grâce à l'effet de serre naturel, qui est de l'ordre de quoi? D'environ plus 14 degrés à l'échelle mondiale, grâce à cet effet de serre-là. S'il n'y avait pas les gaz à effet de serre, la Terre serait quelque chose comme autour de moins 19 degrés Celsius, donc une température qui n'est pas propre à la vie telle qu'on la connaît. Donc, les gaz à effet de serre sont essentiels à la vie sur la Terre telle qu'on la connaît. L'enjeu par rapport au changement climatique, c'est que nous rajoutons des degrés à ce environ 14 degrés dont nous voyons ici à l'écran, parce qu'on augmente la quantité de gaz à effet de serre. Donc, l'effet de serre, globalement, est, oui, attribuable directement au gaz à effet de serre, mais pas que à cette composante. En fait, on peut nommer 4 composantes qui font
qui créent l'effet de serre. Donc, la première des choses, c'est la quantité de rayonnement incident du Soleil, donc le Soleil qui nous envoie ce rayonnement sur la surface de la Terre. Donc, cette quantité-là est en mauvais français, le input essentiel, c'est-à-dire la quantité de rayonnement qui rentre, qui peut varier, non pas en fonction tant que ça du Soleil en lui-même, mais plus des particules qui sont dans l'atmosphère ou encore les nuages, par exemple, et autres gaz qui font en sorte que le rayonnement est reflété et qu'il y en a une moins grande partie qui arrive à la surface de la Terre. Donc, première composante, quantité de rayonnement. Deuxième, c'est l'albédo des surfaces. Vous voyez à l'écran, rayonnement jaune du Soleil. Une fois que le rayonnement jaune est absorbé par la surface, il est transformé en partie en rayonnement infrarouge. Cette transformation-là se fait en fonction de la couleur des surfaces. Donc, plus la couleur est foncée, plus que l'albédo est bas, et plus que l'albédo est bas, plus que du rayonnement infrarouge qui est produit. La troisième composante essentielle, c'est la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, évidemment, pour que ce rayonnement infrarouge-là dont on vient de parler nous revienne à la surface de la Terre pour occasionner un réchauffement, il faut qu'il y ait des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, plus il y en a, plus que du rayonnement infrarouge, plus il fait chaud. Quatrième élément, c'est la fenêtre atmosphérique qui est présente dans l'atmosphère et qui varie en fonction de là où on se trouve sur la Terre et qui fait en sorte qu'une portion du rayonnement infrarouge, dont on parle depuis tout à l'heure, qui s'échappe et qui va directement comme ça dans le cosmos et qui n'influence pas la température. Donc, cette grosseur de fenêtre atmosphérique-là varie d'un endroit à l'autre sur la Terre et fait en sorte que le réchauffement est moins prononcé qu'il pourrait l'être s'il n'y avait pas cette fenêtre-là. Ce sur quoi on a une emprise immédiate par rapport à l'effet de serre, c'est évidemment les gaz à effet de serre comme tels. L'albédo, on peut aussi jouer sur cette composante-là à travers des actions sur la Terre comme telles, aussi à travers les particules que nous émettons dans l'atmosphère. Et puis la quantité de rayonnement incident, bien là aussi, c'est une question de particules dans l'atmosphère, mais la quantité de gaz à effet de serre que nous émettons est clairement l'emprise ultime que nous avons sur le réchauffement global. Et si vous avez une figure qui est beaucoup trop détaillée pour les besoins de la formation, vous l'aurez à titre informatif si vous voulez faire une pause ou revoir la capsule pour en regarder les détails. Mais ce qu'on peut voir grâce à cette figure-là, c'est que historiquement, depuis que l'homme influence le climat, donc on trace la barre normalement avec le GIEC autour de 1750, le début de l'industrialisation. Donc historiquement, nous avons influencé le climat grâce à tous ces agents de forçage radiatif que nous appelons, donc des agents de forçage, c'est-à-dire des agents de réchauffement. Il peut y avoir des forçages radiatifs négatifs qui causent du refroidissement, comme on peut voir sur la figure d'ailleurs, mais de façon générale, l'enjeu par rapport au changement climatique, c'est tous des forçages radiatifs positifs, donc le réchauffement que nous occasionnons, et qui sont largement attribuables, peut-être environ 3/4 attribuables donc aux gaz à effet de serre que vous pouvez voir dans l'eau du tableau. Donc, historiquement, nous avons occasionné un forçage radiatif positif, donc un réchauffement, qui est de l'ordre de 2,3 watts par mètre carré. Donc, une intensité d'énergie par surface, c'est l'unité que nous prenons pour le réchauffement. 2,3, vous allez voir tout à l'heure, ça renvoie à quelque chose d'utile par rapport aux projections des changements climatiques. Donc, le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2. Le CO2 qui augmente depuis que cette industrialisation-là a commencé. Ici, nous avons une série de mesures faites par tout plein de stations de mesure, mais ici en particulier la station de Mauna Loa, donc en Hawaï, qui fait la mesure du CO2 dans l'atmosphère et nous rend compte mensuellement de cette augmentation que nous pouvons voir ici à l'écran. Donc, nous sommes passés, vous voyez, depuis 1960, en bas de 320 jusqu'à aujourd'hui, au-delà de 400 ppm, ppm étant une mesure de concentration, partie par million. Donc, le ppm, c'est vraiment l'unité que nous utilisons pour qualifier la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. Si nous regardons de plus près un petit peu, c'est important de voir cet aspect-là de la courbe que vous voyez à l'écran qui semble être relativement continue. Si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a une fluctuation annuelle autour de la moyenne. Et cette fluctuation-là annuelle est liée à des phénomènes naturels sur la Terre, c'est-à-dire qu'il y a, oui, les émissions de gaz à effet de serre, la concentration qui a tendance à augmenter à cause de nos émissions notamment, mais il y a une fluctuation qui, elle, est attribuable à un phénomène tout à fait
pertinent pour cette formation ici, c'est l'absorption de CO2 grâce aux arbres, donc notamment les arbres, toute plante en fait qui contribue à ça, mais les arbres sont de loin les plus grands absorbeurs de CO2, encore une fois grâce à la photosynthèse. Quand vous voyez la valeur qui est très basse, bien, plus basse annuellement sur la courbe en rouge, c'est parce que les arbres absorbent au maximum à ce moment-là de l'année, c'est-à-dire quelque part autour de juillet, août, notamment à cause de ces arbres dans l'hémisphère nord qui sont en pleine saison de croissance. Et lorsque la valeur est à son plus élevé de concentration de CO2 atmosphérique, c'est parce que les arbres sont en situation hivernale, donc très peu de photosynthèse, et le CO2 se retrouve plus élevé dans l'atmosphère. Donc, cette seule figure-là nous montre le bénéfice ou l'avantage, entre guillemets, d'avoir un couvert forestier qui est bien présent et qui pourrait contribuer davantage, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'une année, regardez la quantité de CO2 qui est absorbée annuellement. Ce qui est bon de remarquer aussi, c'est qu'en 2015, à titre un peu anecdotique, mais quand même, ça frappe l'imaginaire, en 2015, ce fut la dernière année où nous avons été en deçà de 400, où l'humanité a été en deçà de 400 ppm de concentration de CO2 atmosphérique. Depuis ce temps-là, c'est clair que même avec des mesures d'atténuation des changements climatiques, nous n'arriverons pas à redescendre en bas du 400 ppm de toute évidence. Donc, nous allons vivre à partir de maintenant avec une concentration toujours plus élevée et les derniers humains sont ceux qui sont à l'écoute de cette capsule-ci, sont ceux qui auront connu moins de 400 ppm dans l'atmosphère. Donc, ce changement-là, vu de façon assez microscopique, c'est-à-dire très, très concentré dans les dernières années, quand on le compare sur une plus longue durée ici, par exemple depuis 2000 ans, on peut voir que pour le CO2 en particulier, cette augmentation-là est très subite. En fait, elle date à peu près 1950, c'est-à-dire là où est-ce que l'industrialisation a été à un niveau historique les plus importants. Et depuis 1950, tous ces gaz à effet de serre-là augmentent, dont le CO2, mais vous voyez aussi protoxyde d'azote et méthane à l'écran. Vous pouvez apprécier combien c'est une augmentation qui est très récente. Et puis, quand on prend encore plus de recul, on regarde dans les millions d'années, on sait maintenant aujourd'hui que la récente augmentation qu'on peut voir plus à droite de la figure qui est présente, là aussi un grand nombre de détails, mais si on résume, ça nous montre que la concentration en CO2 historique que nous connaissons récemment, cette augmentation-là correspond à des mesures que nous avons connues il y a quelque chose comme 5 millions d'années et même plus à travers toutes sortes d'indicateurs qui existent. Et donc, ça fait des millions d'années que nous n'avons pas connu une concentration de CO2 atmosphérique si élevée. Et donc, c'est une situation qui est inquiétante du fait de cette augmentation-là qui est très élevée et en plus qu'elle a lieu très rapidement et, troisièmement, qu'elle va augmenter en fonction des projections d'émissions que vous pouvez voir complètement à droite là, avec les petites courbes de couleur. Alors maintenant, si nous regardons ce à quoi ça renvoie ces projections d'augmentation des températures-là, il faut comprendre quelles sont les projections que nous faisons d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et ces augmentations-là d'émissions de gaz à effet de serre vers l'atmosphère qui vont occasionner davantage de réchauffement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, on va voir tout à l'heure jusqu'à combien on a augmenté la température, bien, ces projections-là se font selon des scénarios que nous appelons des profils représentatifs d'émissions de concentration. Donc, en français, c'est PRC, mais RCP sur la figure que vous voyez ici. Excusez-moi, elle est disponible seulement quand l'acronyme est disponible seulement qu'en anglais. Donc, le RCP correspond à des forçages radiatifs supplémentaires par rapport aux valeurs pré-industrielles. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2,3 environ watts par mètre carré de forçage radiatif supplémentaire que nous avons déjà occasionné. Le scénario le plus optimiste, celui où il y en a moins d'émissions qui vont s'accumuler dans les prochaines années et qui vont tendre à diminuer graduellement, c'est le RCP 2,6, c'est-à-dire un réchauffement qui correspond à un forçage de 2,6 watts par mètre carré, donc pas beaucoup plus que ce qu'on a déjà connu jusqu'à maintenant. Et c'est le scénario, donc qui est en bleu sur la figure, qui correspond à le fameux 2 degrés Celsius que nous ne voulons pas dépasser dans toutes les ententes internationales que nous connaissons, donc le fameux accord de Paris. Donc, le 2 degrés Celsius correspond au RCP 2,6 que vous voyez à l'écran, le plus optimiste, celui qui nous amène à réduire nos émissions d'ici 2100. Et les autres RCP, donc des forçages radiatifs supérieurs, 4,5, 6 et 8,8, comme vous pouvez voir à l'écran,
sont 8,5, excusez-moi, sont des forçages donc, qui sont dans les cas les moins souhaitables, notamment le fameux RCP 8,5 qui, lui, va réchauffer beaucoup le climat parce qu'on va beaucoup émettre de gaz à effet de serre. Pour chacun de ces RCP-là, on a une cible, si on peut dire, de concentration de gaz à effet de serre auquel ça correspond. Vous voyez, par exemple, pour le plus optimiste des RCP, c'est 421 ppm qui est visé. Donc, un petit peu plus de ppm que présentement en termes de CO2. Si on met tous les gaz à effet de serre, on l'a déjà dépassé, en fait. C'est un scénario qui nous amène à non seulement stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, mais diminuer et donc faire en sorte qu'on va absorber les gaz déjà émis. C'est un scénario très optimiste. Les autres correspondent donc à des concentrations de gaz à effet de serre un peu plus élevées et qui peuvent être, pour le premier, RCP 4,5, un scénario qui nous permettrait de respecter le 2 degrés Celsius que nous ne voulons pas dépasser. On va revoir ça plus tard, comment ça s'articule en termes de cible de lutte au changement climatique. Sans effort supplémentaire, donc en fonction du scénario du pire, la température va augmenter jusqu'à 3,7, sinon 4,8 degrés Celsius par rapport aux valeurs préindustrielles. Et jusqu'à maintenant, nous avons déjà 1 degré d'accompli de ce 4,8-là. Donc, un réchauffement global de 4,8. Si nous regardons à des échelles locales, un peu plus dans le nord, par exemple, dans nos hémisphères ici au Québec, notre latitude, ça peut occasionner des réchauffements de 9-10 degrés. Donc, la barre qui est là, c'est la barre du 2 degrés que nous ne voulons pas dépasser, selon l'accord de Paris notamment. Et cette barre-là correspond au RCP le plus optimiste 2,5 et peut-être aussi au RCP 4,5 qui, lui aussi, pourrait nous permettre de ne pas trop dépasser le 2 degrés Celsius. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on a fait comme réchauffement? Si on regarde les données de la NOAA, en fait diffusées par la NOAA, mais qui provient des stations de mesure partout sur la Terre, des centaines de stations de mesure au-dessus des océans et sur les terres, nous pouvons voir déjà un réchauffement accompli de presque 1 degré, selon les dernières mesures. Donc, c'est un tableau interactif que vous pouvez vous-même moduler sur le site du NOAA, vous avez le lien. Donc, qui correspond donc à une température déjà accomplie de plus 1 degré Celsius par rapport à la moyenne du 20e siècle, imaginez, donc par rapport aux valeurs historiques, c'est clairement 1 degré que nous avons d'accompli. Quelques constats à faire par rapport à ces données-là qui sont diffusées sur le site du NOAA. L'année 2016 a été la plus chaude de l'histoire. Donc, ça a été la 3e année de suite où on battait le record de réchauffement et c'était la plus chaude. L'année 2017 a été, celle-ci a été moins chaude que 2016, mais sans l'effet El Niño, ça s'avère l'année la plus chaude de l'histoire. Parce qu'il faut voir que les années 2014, 15 et 16 ont été des années d'El Niño très forts qui contribuent à l'augmentation des températures. Donc, 2017, l'effet d'El Niño est à peu près atténué et nous avons donc une température quand même très élevée. 17 des 18 dernières années figurent dans le top 18 des années les plus chaudes de l'histoire. C'est clairement un réchauffement et nous sommes toujours donc en augmentation de ces températures. Évidemment, le top 10 des dernières années sera toujours les années les plus chaudes tant que nous n'atténuerons pas les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 1977, donc, les températures mesurées sont constamment au-dessus de la moyenne du 20e siècle, comme nous pouvons voir avec les mesures rouges sur la figure. Alors, c'est sur cette diapositive que se termine la première capsule théorique du module 1. Merci.